tout d'abord pour l'invitation, pour avoir pu montrer notre exposition sur l'architecture suisse du paysage et en général aussi pour pouvoir dire ici quelques mots, pas seulement sur l'architecture du paysage suisse ou en Suisse, mais sur l'architecture du paysage. En effet, nous ne savons pas exactement ce que ça veut dire paysagiste. Paysagiste est un mot, une catégorie, une discipline tout à fait récente. Les paysagistes existent depuis 200 ans et nous ne savons pas très bien qui sont ces paysagistes, où vont-ils, comment sont-ils formés. En général, même dans les écoles d'architecture, même dans les écoles qui s'occupent de la planification, donc les différents métiers de planification, on voit que l'architecte du paysage reste une personne, une figure professionnelle mystérieuse, étrange. Qui sont ces paysagistes, en fin de compte, qui aujourd'hui ont une bonne presse, qui sont très présents, mais dont on ne sait pas grand-chose. Le métier de l'architecte paysagiste commence probablement avec Humphrey Repton, un Anglais, en 1789, facile à retenir, c'est l'année de la Grande Révolution, quand justement cet artiste britannique décide de faire imprimer une carte de visite, une carte commerciale, où justement il ne s'appelle plus gardener, jardinier, mais landscape gardener. Donc il s'est passé quelque chose à la fin du XVIIIe siècle, la naissance d'une nouvelle profession, de nouvelles compétences qui donneront lieu justement à cette figure du paysagiste qui, encore une fois, existe depuis relativement peu de temps. Là, vous voyez une autre illustration de Repton et de la façon dont il transcrit en quelque sorte ses idées, dont il suggère la transcription de ses idées et de ses dessins dans le monde. Un autre personnage important dans l'histoire de l'architecture du paysage, un peu à la recherche de cette origine de l'architecture du paysage, est Jean-Marie Morel, paysagiste, architecte paysagiste important, le premier qui est appelé architecte paysagiste en 1804. Il a fait sa carrière à Lyon, mais il était originaire de Grenoble et il a contribué entre autres à la conception du grand parc-jardin d'Ermenonville. Donc c'est une figure importante, mais comme on le verra dans un moment, il ne reste pas grand-chose de son œuvre. Plus connu est déjà, bien sûr, Frederick Law Olmsted. C'est peut-être vraiment la première grande figure de l'architecture du paysage. Cet homme d'affaires et autodidacte américain qui devient surtout le créateur du Central Park et de beaucoup d'autres choses et qui est vraiment une sorte de représente à lui seul un tournant dans l'histoire de la discipline. Pour nous approcher de la Suisse, voici Dieter Kienast, un personnage qui a beaucoup marqué les esprits, mort en 2000. Kienast a vraiment introduit dans l'architecture du paysage du XXe siècle des éléments nouveaux. Mais tous ces personnages sont relativement peu connus, y compris par la propre profession de des architectes du paysage, sans parler des urbanistes, architectes, ingénieurs et ainsi de suite. Donc il y a un problème de représentation. Il y a vraiment un problème de représentation et ce dont justement j'aimerais bien vous parler, notre exposition aussi, c'est justement la tentative de représenter l'architecture du paysage. Mais comment la représenter? Peut-on représenter le paysage? Peut-on représenter l'architecture du paysage? Oui et non. Non, parce que tout paysage n'est qu'une impression infime et momentanée de quelque chose qui change à tout moment. Et même la représentation d'un petit jardin devient quelque chose de très difficile et peut-être impossible. Néanmoins, il faut représenter, il faut traduire en images parce que nous connaissons le monde à travers des messages iconiques. Et cette transposition iconique des plans, des projets et même de ce qui a été réalisé par la suite en représentation proprement dite fait partie de l'histoire du paysage elle-même. Ici, vous voyez ce que Repton a inventé, quelque chose de très simple et très intelligent. C'est ce qu'il a appelé les Red Books, les livres rouges.
Il allait voir ses clients, il passait avec eux 3-4 jours, une semaine, et après, il leur disait « Très bien, dans quelque temps, je reviens avec mon livre et je vais vous amener le projet. » Et il disait « Vous devez payer, et même payer cher pour le projet, parce que c'est ça qui compte, le reste, tout le monde peut le faire, mais moi, je vous vends un livre avec le projet. » Et dans ces projets, il confrontait presque toujours l'état existant, donc ce qu'il appelait le status quo, avec ce qui allait devenir le projet. Donc, vous voyez des représentations, des formes de représentation très, très simples où l'on, justement, enlevait un petit bout de papier et on voyait derrière l'existant ce que le paysagiste promettait, ce rêve de projet qu'il mettait en avant. Et c'est ainsi qu'il travailla. Donc, on voit que Repton invente déjà une stratégie, on dirait, de marketing aujourd'hui très, très puissante. Et en même temps, et c'est là aussi quelque chose qui est lié à notre exposition, parce qu'une exposition, c'est toujours aussi une tentative didactique, il voulait éduquer ses clients. Donc, vous voyez que dans ces deux aquarelles, on le voit lui-même se représenter où il demande à ses clients fortunés, pour lesquels il a transformé un paysage avec succès, il leur demande de prendre possession de leurs biens, de leur monde, en le dessinant, en le peignant. Donc, il y a vraiment une vocation pédagogique. Il ne suffit pas de faire un projet, mais il faut aussi le représenter. Et par ailleurs, de Jean-Marie Morel, dont je vous parlais précédemment, qui a créé pas mal d'œuvres, mais dont la plupart sont disparues, on a ces deux très, très beaux tableaux. C'est presque tout que l'on a de lui, donc un et le deuxième tableau. Donc il y a vraiment un problème aussi de la mémoire de l'architecture du paysage. Comment garder et sauvegarder cette mémoire? N'oublions pas que si, comme il a été dit, dans l'architecture du paysage, l'élément vert est important, l'un des éléments importants, même s'il y a des projets qui ne sont pas nécessairement verts, ce qui est vert, ce qui est végétal change tout le temps. Et dès lors, on peut se dire que l'identité de beaucoup de projets ne survit que dans la mémoire et dans la mémoire culturelle et sur le papier, dans la photographie, alors que justement les sites vont être détruits et ça arrive surtout aux œuvres d'architecture du paysage. Donc la représentation, qui est encore une fois un élément important dans l'histoire ou dans la préhistoire de l'architecture du paysage. Si vous voyez le très fameux plan de Central Park, le plan gagnant avec lequel Vaux et Olmsted ont gagné le concours de Central Park et ont pu le réaliser plus tard. Et vous voyez ici un plan de Dieter Kienast pour continuer cette petite promenade. Alors, si nous regardons de plus près maintenant ce qui reste de ces projets, on voit par exemple ici, en Angleterre, les Anglais ont encore la chance de pouvoir visiter presque une soixantaine de domaines qui sont plus ou moins comme Repton les a voulu. Donc ça, c'est une architecture du paysage qui est devenue le vestige de soi-même. Je ne sais pas si c'est muséal, mais c'est quand même quelque chose de relativement stable. Il y a aussi un exemple, ici dans la Côte d'Or, un château qui a été transformé, donc, dont le site a été transformé par Morel. Bien sûr, tout le monde peut visiter, heureusement, le très grand nombre de projets réalisés par Olmsted, que ce soit Central Park ou Franklin Park. Et bien sûr, il y a aussi des architectes paysagistes comme ceux qui nous intéressent ce soir, les architectes du paysage suisse, comme Kienast, des œuvres importantes que vous pouvez encore visiter, comme ce très très beau cimetière de Coire dans les Grisons, l'un des chefs-d'œuvre de Kienast, où s'annoncent déjà des caractéristiques de l'architecture du paysage suisse. Ou bien encore, pour vous montrer très rapidement et pour continuer dans cette tradition helvétique, Ernst Kramer, une figure significative, quelqu'un qui, en 1959, lors d'une exposition à Zurich qui s'appelait la G59, construit un jardin qui s'appelle le Jardin des Poètes. Donc ce Jardin des Poètes qui a fait scandale, qui a fait beaucoup discuter, et Ernst Kramer qui est bien sûr complètement inconnu, même en Suisse, très peu de gens le connaissent, sans parler à l'étranger, c'est-à-dire partout dans le monde. Or, Kramer a eu une influence très directe sur le land art. Robert Smith lui-même a été directement motivé avec son fameux Spiral Hill qu'il a construit à Emmen,
l'une des rares œuvres qui survit encore avec Spiral Jetty. Donc, vous voyez ici Spiral Hill dans une décharge aux Pays-Bas. Et dans le jardin de Cramer, il y avait derrière ce monticule triangulaire, il y avait une montagne spiralique, donc qui a été l'un des points de départ de Robert Smithson, mais Cramer a eu aussi son influence sur Michael Heitzer, De Maria et d'autres artistes américains. Donc, c'est pour cela aussi qu'on a tenu montrer Cramer, entre autres, parce que voilà un auteur qui est très important, qui est une œuvre et qui reste complètement inconnu. Donc, encore une fois, c'est tout le problème de la visibilité et de la lisibilité de l'architecture du paysage. Bien sûr, là, il y a des problèmes dialectiques et des aspects intéressants qui se posent. Par exemple, est-ce qu'une bonne architecture du paysage n'est pas précisément celle qui disparaît, c'est-à-dire dont, finalement, l'auteur est moins important si ça fonctionne bien. Donc, vous voyez qu'il y a des problèmes là aussi liés à la représentation. Avec les montagnes artificielles de Cramer, qu'on retrouve dans beaucoup d'œuvres de Smithson, nous arrivons à une œuvre contemporaine qu'on a voulu montrer aussi. Par ailleurs, elle est de Christophe Giraud. Donc, vous voyez aussi que cette exposition qui s'appelle The Swiss Touch in Landscape Architecture, donc le langage ou le style suisse en architecture du paysage n'est pas du tout, heureusement, conçu de façon nationale ou nationaliste. Donc, on a tout à fait, avec bonne conscience, suicisé notre ami Christophe Giraud. Donc, c'est pas le passeport helvétique qui compte, mais plutôt une certaine proximité des relations qui existent entre des gens qui travaillent actuellement en Suisse, qu'ils soient, suisses par passeport ou non, peu importe. Et Christophe est en train de réaliser une énorme montagne artificielle dans le sud de la Suisse, à Sigirino. Donc, c'est Alp Transit, le plus grand tunnel du monde, qui est en train d'être construit pour le système ferroviaire. Et donc là, vous voyez que c'est une œuvre qu'on a voulu montrer dans notre exposition. La montagne, donc. La montagne et la Suisse, la nature, la montagne et la Suisse. Bien sûr, la Suisse a été très très souvent identifiée avec la montagne, avec les Alpes, en général avec la montagne. Et je dirais que cette identification est juste et elle est fausse à la fois. Bien sûr, il y a une longue histoire. Le premier tableau dont on dit qu'il représente tel quel un bout de nature que l'on reconnaît encore de nos jours est La pêche miraculeuse de Konrad Witz, par ailleurs un peintre allemand ou du sud de l'Allemagne qui travaillait à Genève en 1444. Donc ici, vous voyez La pêche miraculeuse qui a transposé cette scène biblique à Genève, au bord de Léman, et la Seine, y compris le Mont Blanc. Heureusement, nous pouvons les voir et contempler encore aujourd'hui. Mais à la fois la montagne ou les montagnes et la nature en Suisse étaient pour très très longtemps à la fois inconnues et craintes. Donc le point de départ d'une réflexion sur le concept de nature qui regarde la Suisse, et pas seulement, on peut dire l'Europe, et doit être celui de l'absence de la nature ou de la négativité de la nature. Pendant des longs siècles, on peut dire grosso modo jusqu'à la fin du XVIIe siècle, la nature était très peu connue, elle était crainte et elle était en général marquée par la négativité. Pourquoi? Parce que dans une société chrétienne, dans la tradition judéo-chrétienne, nous descendons directement de Adam et Ève et on est, bien sûr, nous portons tous les stigmates de ce paradis perdu qui a fait que, après avoir perdu le paradis et après le déluge, le grand déluge, nous nous trouvons dans un monde qui est marqué, dans une nature qui est diabolique, qui est négative. D'où la présence et l'omniprésence, peut-on dire, dans la montagne de monstres, de formes monstrueuses, de formes terribles. Donc ici, une impression de Turner qui s'imagine les moments après le déluge. Donc le grand déluge a été pas seulement un mythe formidablement puissant pendant très très longtemps, mais jusqu'au XVIIe, XVIIIe siècle, la plupart y compris les philosophes, scientifiques, les lettrés, les gens de lettres, pensaient que la nature dans laquelle nous vivons est une nature qui est après le déluge.
Donc c'est la nature qui est marquée par le grand déluge, et des gens très très sérieux pensaient que la Terre avait entre 8000 et 12 000 ans d'âge et que le déluge était le début de l'histoire, c'est-à-dire nous sommes les descendants de ceux qui venaient après le déluge, et nous vivons donc dans une nature qui est néfaste. Ce qui explique pourquoi la totalité des voyageurs avant le XVIIe siècle qui passent les Alpes, qui vont connaître les régions alpines, parce qu'il y a toujours eu du trafic dans les Alpes. Il fallait traverser les Alpes pour des raisons commerciales, mais aussi, bien sûr, il y avait toujours un va-et-vient des religieux. Or, tous les voyageurs disent des montagnes et des Alpes en général, ce sont là des punitions divines, des formes maléfiques, c'est le lieu du diable, d'où aussi la toponymie, le drac et beaucoup de noms, le pont du diable, qui renvoient assez directement à cette négativité de la nature, qui est un lieu de tentation, donc la montagne, la nature vierge, la nature sauvage est un lieu de tentation et de perdition pour l'être humain. Il a fallu donc un travail culturel très très puissant et très long pour transformer ceci en son opposé. Et ce travail a lieu au XVIIIe siècle, alors que au XVIIe siècle, on craint encore la montagne, et vous voyez ces personnifications de dragons et de toutes sortes de formes négatives et néfastes qui existent dans la nature. Au XVIIIe siècle, les choses vont changer, mais tout va changer lentement. Et je vous montre ici quelques images qui sont tirées de l'œuvre d'un très grand naturaliste suisse qui s'appelle Scheuchzer. Scheuchzer était mathématicien, il était médecin. C'était un homme très très érudit. Il vit au XVIIIe siècle et en même temps, il a eu quand même, de façon étonnante, il a publié un livre sur l'existence de dragons et d'autres monstres dans les Alpes, surtout dans les Alpes du canton de Lucerne. Donc vous voyez que quelqu'un qui était ouvert, qui était marqué par des idées très très nobles, etc., et qui était un esprit scientifique, en même temps croyait encore que la nature était diabolique, que dans la nature sauvage, et justement dans les Alpes il y a une grande partie sauvage, c'est-à-dire qui n'était pas encore contrôlée par l'homme. Scheuchzer, dont vous voyez ici le portrait, croyait encore que la nature, grosso modo, dans sa totalité, était diabolique. Donc le XVIIe et le XVIIIe siècle sont une époque où l'on discute beaucoup. Il y a un débat important entre les théoriciens de la décadence, decay, c'est-à-dire du déluge, et une nouvelle idée qui se fait jour, celle du design, donc du projet, dirait-on, donc dans le sens que au XVIIe et au XVIIIe siècle, il y aura des penseurs qui vont commencer à dire non, le monde est d'une telle complexité, la Terre est d'une telle complexité qu'il a fallu un esprit divin justement pour la concevoir. Et donc il y a un débat très passionnant et passionné qui va essayer de discuter justement les aspects positifs et négatifs de la nature. Donc là, vous voyez encore des illustrations de ce fameux Scheuchzer qui, tout en étant un esprit, quelqu'un qui observe la nature, qui a un don qui est marqué par les New Sciences du XVIIe siècle, continue à croire encore que la nature, si on la dévoile, elle est pleine de dangers et le chrétien, le croyant, n'a rien d'autre à faire que de prier et de détourner ses yeux de la nature. Donc la nature était stigmatisée, était négative, et il a fallu du temps, justement, il a fallu attendre le XVIIIe siècle afin que la nature, la vraie nature se dévoile. Ici, le philosophe voit enfin la vraie nature, donc le monde se montre dans toute sa beauté et dans toute sa splendeur. Et ce débat était par ailleurs, et c'est là aussi que l'on comprend pourquoi la Suisse va être si importante dans ce débat, c'est pas seulement qu'il y a eu toute une série de scientifiques et de personnalités, j'y reviens dans un moment, qui ont vraiment marqué le changement dans la pensée, c'est-à-dire qui ont, si on peut dire ainsi, positivé la nature précédemment négative, mais ce débat touche aussi à l'idée de l'ordre et du désordre. En général, les critiques et les penseurs qui prenaient l'idée de la nature post-déluge pensaient que nous vivions dans une nature qui est marquée par le désordre,
Tout est désordonné, rien n'est vraiment bien fait là où ça doit être. Et plus on va dans la nature sauvage, par exemple, si vous allez dans la haute montagne, vous avez des blocs erratiques, vous avez toutes sortes d'éléments, et ça fait désordre. Et en même temps, il y avait d'autres scientifiques qui disaient non, il y a quand même un ordre caché, et avec les nouvelles sciences, avec l'observation géologique, etc., il y avait un vrai débat. Et ce débat tournait autour de l'origine de la montagne et des montagnes. Il y avait les Neptuniens, il y avait plusieurs écoles. Donc, grosso modo, une école qui pensait que les montagnes étaient nées du volcanisme, c'est-à-dire du feu. Il y avait une autre qui pensait que les montagnes étaient nées des différents plis géologiques, donc à partir des mouvements de la Terre. Et le terrain ou le laboratoire où tout ceci était expérimenté étaient les Alpes, et notamment les Alpes suisses. Donc, les Alpes suisses sont un terrain très important, parce que c'est là qu'on va commencer à se poser des questions sur l'origine de la Terre en général. Donc on voit que ce débat, c'est-à-dire cette focalisation sur la nature en Suisse et surtout sur les Alpes, a quand même des raisons pour le moins européennes. Donc il y a un contexte très très riche, philosophico-scientifique, qui fait que la Suisse deviendra de plus en plus centrale dans la conscience européenne du XVIIIe siècle. A contribué aussi à cette centralité un personnage comme Albert de Haller, mathématicien, botaniste, scientifique dans beaucoup de domaines. Haller, comme jeune homme, a fait une excursion dans les Alpes suisses et en 1728, en 1732, il publie un poème qui s'appelle « Les Alpes » en 49 strophes d'hiver, et ce poème d'emblée devient une sorte de best-seller européen. Il y a des dizaines et dizaines d'éditions dans toutes les langues européennes, beaucoup de traductions, et Haller est un personnage important parce qu'il ne s'arrête pas à l'admiration de ce territoire, mais il va inventer presque de toutes pièces le mythe du bon montagnard. Donc il dit les montagnards sont plus purs, et alors que les Italiens, les Espagnols, les Français, etc., les pays du Sud, déjà alors au XVIIIe siècle, donc vous voyez ce genre de division, sont quelque peu décadents et perdus. Heureusement, dans les Alpes, il y a les bons montagnards qui sont, eux, marqués par la liberté, par par la nécessité, et ainsi de suite. Donc, il y a chez Haller cette idée que la nature alpine dure a quand même créé anthropologiquement un modèle de l'homme qui sait mieux résister aux tentations, qui reste libre. Donc il y avait aussi une idée politique, le protestantisme y est passé aussi par là, et donc Haller vraiment va populariser énormément cette idée de la Suisse, et notamment des Alpes suisses, comme une sorte de terrain exotique qui a su être préservé de la décadence et de ce grand déluge culturel qui marquait le reste de l'Europe. Par la suite, un deuxième personnage suisse aussi, donc bien sûr Jean-Jacques Rousseau, reprend presque telles quelles les idées de Haller, et vous connaissez certainement les magnifiques pages que Rousseau écrit dans la Nouvelle Héloïse, où il dit le seul type de nature que j'aime véritablement, donc c'est Saint-Preux qui parle, c'est la nature sauvage, c'est la haute montagne, on est libre, on respire bien, on a un horizon ouvert devant soi, etc., etc. Donc il reprend les idées de Haller, et Rousseau va être va être d'emblée popularisé, et on peut dire disséminé non seulement à travers son roman, mais à travers les illustrations de son roman. Les éditions de la Nouvelle Héloïse étaient illustrées, et donc ces illustrations ont beaucoup circulé, et par la circulation de tous ces éléments, l'idée de cette valorisation du terrain helvétique a été encore, a eu encore un impact plus grand sur un public européen. Ensuite, troisième personnage important, toujours dans cette tradition de figures helvétiques qui ont contribué à la modification de l'image de la nature et qui ont contribué presque directement à rendre le territoire helvétique plus important, c'est de Saussure. Donc, ce n'est pas Ferdinand de Saussure, mais c'est un autre, Horace Bénédict de Saussure, qui a publié le fameux Voyage dans les Alpes. Et lui avait déjà un esprit scientifique, il avait avec le baromètre, avec d'autres instruments, pour connaître cette nature.
et cette nature sauvage qui, de sauvage, devenait de plus en plus apprivoisée. Donc, pour le dire peut-être autrement, on peut dire que la transformation de la nature négative en nature positive, ou bien le goût esthétique pour la nature, naît au XVIIIe siècle. Et un mot-clé qu'il faudra mentionner est celui du sublime. Donc, l'esthétique du sublime a contribué pleinement à vraiment, presque miraculeusement, changer un état de fait. Si vers 1700, la nature sauvage n'intéressait presque personne, vers 1800, tout le monde s'y intéresse. Donc, ceci touche la haute montagne, mais aussi les déserts, aussi la mer. Il y a eu plusieurs livres d'historiens qui sont sortis ces dernières 20 années qui disent l'invention de la montagne, l'invention du désert et ainsi de suite. Et tous ces livres ont raison parce qu'en effet, l'intérêt esthétique pour la nature sauvage, pour la nature vierge, est né au XVIIIe siècle. Et l'esthétique du sublime a été un élément capital. Vous vous souvenez probablement que le sublime était à l'origine une catégorie purement rhétorique, donc chez Longin, au pseudo-Longin, cet auteur du IIe siècle après Jésus-Christ, le sublime est une catégorie de la rhétorique, c'est-à-dire de l'art de mieux formuler un discours afin de persuader. Et ensuite, ce traité va être oublié pendant très très longtemps. Et c'est Boileau qui le redécouvre au XVIIe siècle, qui traduit le Périupsos, c'est-à-dire le traité du sublime de Pseudo-Longin en français. Et ensuite, ce texte va devenir de plus en plus connu. Or, après le sublime rhétorique et le sublime théâtral, tel que Boileau le comprend, c'est assez logique que Boileau ait transposé les idées du sublime sur le théâtre parce qu'il était quand même le contemporain de Corneille-Racine, c'est-à-dire qu'il faisait partie de ce grand siècle où le théâtre était au centre de l'attention culturelle. Le pas décisif qui nous regarde et qui explique aussi la nobilitation des Alpes et une nouvelle approche du territoire de la montagne est due au sublime naturel. Or, le sublime naturel a été presque inventé, peut-on dire, ou appliqué pour la première fois par un Anglais qui s'appelle John Dennis. John Dennis a fait son grand tour, c'est-à-dire il a fait son voyage qu'il a amené de l'Angleterre jusqu'en Italie. Et comme tous ces Anglais qui faisaient ces voyages très agréables, qui duraient entre 3 mois et 3 années pour aller donc du nord vers le sud et pour parachever leurs éducations, Dennis va passer les Alpes au Mont-Cenis. Et quand il arrive quand il est confronté avec ce que sont les montagnes sauvages et surtout ce qu'étaient les montagnes sauvages à son époque, il a un sentiment mixte. C'est-à-dire, il a d'une part un sentiment de terreur et de peur qui était celui de tous les voyageurs du passé, mais en même temps, il trouve aussi que dans les Alpes et dans la haute montagne, il y a quelque chose de fascinant. Or, le sublime, c'est cela. Le sublime, c'est utiliser le choc qui est dû à l'impact de la nature sauvage sur nous pour le transformer en quelque chose d'autre, en son contraire, en une source de liberté. C'est-à-dire le sublime, c'est la rencontre du sujet avec une nature sauvage qui, dans un premier moment, le terrorise et lui fait peur, mais qui en même temps, vu que l'homme est le seul être qui est doté de liberté et qui peut faire des choses, c'est-à-dire qui peut faire des actions, alors que la nature ne peut pas le faire. La nature en haute montagne peut nous tuer, mais elle ne peut pas décider de nous tuer, alors que l'être humain peut décider de faire des choses. Et justement, on peut dire que l'être humain, le sujet moderne, confronté avec la nature sauvage, trouve dans cette même nature sauvage quelque chose qui le provoque, qui le terrorise, mais qui, en fin de compte, devient aussi le lieu où il va se prouver quelque chose à soi-même. Pensez à tous nos amis alpinistes qui font du 8B, ou etc. C'est-à-dire, ils ne s'intéressent pas beaucoup à la nature, ils veulent se prouver quelque chose à eux-mêmes, ils veulent vaincre la nature. Or, le sublime, c'est ça. Le sublime, c'est la possibilité d'utiliser la nature comme une source de plaisir, on peut dire ambigu, un plaisir mixte, et c'est-à-dire plus la nature est sauvage, plus elle pourra devenir une source de frisson, de quelque chose qui va nous toucher esthétiquement. Or, cette idée se fait jour pour la première fois dans une lettre de John Dennis qu'il date dans l'année 1685,
Et par la suite, Joseph Addison, Edmund Burke et les grands théoriciens du sublime anglais vont contribuer à populariser cette idée. Donc il y a une véritable esthétique du sublime. Et cette esthétique du sublime va être appliquée surtout sur les Alpes et surtout sur les Alpes suisses. Et de là, on peut dire que l'esthétique du sublime va complètement transformer, on peut dire, le scénario et la façon, la réception de la nature en Europe. Et les voyageurs qui précédemment avaient craint le contact avec la nature vont désirer maintenant de plus qu'une seule chose, d'être en proximité de cette nature sauvage, et ils vont toujours et encore rechercher ce contact le plus direct. Donc ils vont aller sur les cimes et sur les mêmes pierres et rochers, sur les mêmes rochers qui étaient source de crainte auparavant. Maintenant, ça devient une sorte de lieu d'observation de la nature. Ils vont commencer à observer la nature sublime dans tous ses détails. Il y a une fascination, par exemple, avec les glaciers. À l'époque, il y avait encore beaucoup de glaciers. Et on va observer les glaciers, on va les dessiner, on va essayer de les écouter, même les sons des glaciers. Tout ceci va s'accompagner aussi d'un mouvement de représentation très important. Donc, vous voyez qu'en quelque sorte, on peut dire que il n'y a rien de moins naturel que la nature, parce que la nature, pour nous, est toujours le résultat d'un processus culturel. Et on le voit très très bien au XVIIIe siècle, que ce processus culturel passe à travers le filtre de représentation littéraire, par exemple Haller et Jean-Jacques Rousseau, mais aussi par la peinture. Il y a des peintres comme Caspar Wolff, qui, ici, vous voyez plusieurs tableaux de Caspar Wolff, et Wolff était un peintre qui au début n'était pas du tout intéressé aux montagnes, mais un antiquaire bernois a su voir dans son talent une source commerciale et lui a demandé de préparer une cinquantaine de tableaux. Et ces cinquantaine de tableaux étaient montrés dans sa galerie à Berne, et les touristes et d'autres connaisseurs venaient là. Et ainsi, on reproduisait ces images. Bien sûr, il y avait aussi les gravures. Donc, il y a vraiment une reproduction massive de ces images de la haute montagne et de la nature sauvage qui précédemment n'intéressait personne et qui maintenant intéressera tout le monde. Donc là, vous voyez des œuvres de Caspar Wolff, mais je pourrais vous montrer beaucoup d'autres artistes qui ont vraiment créé le goût pour la nature et qui ont canonisé, qui ont vraiment transformé des lieux inconnus, c'est-à-dire le chaos, le territoire inconnu du passé, dans des sites qui étaient de plus en plus connus par presque tout le monde. Donc en Europe, il y a eu au moins une classe de gens qui connaissaient ce genre de caverne, qui savaient immédiatement identifier où l'on était, pourquoi. Donc vous voyez toujours aussi ce signe deictique, ces bras levés, ces corps qui se dressent et qui semblent nous montrer quelque chose. Donc dans cette situation diégétique du tableau où on a deux visiteurs qui se parlent l'un à l'autre, on voit qu'ils nous parlent aussi. Ils essaient de nous dire « Regarde-toi aussi les Alpes, va dans les Alpes, va dans ces lieux parce que ça mérite d'être connu, donc il faut y aller. » parce que... Donc tout ce processus a rendu d'une part les Alpes intéressantes et a transformé notamment la Suisse dans un pays qui est devenu au XVIIIe siècle vraiment à la mode. Donc le centre d'une attention européenne qui faisait par exemple que la fameuse cascade du Staubach a été peinte à la fois par des peintres locaux, mais jusqu'au grand peintre américain de l'école du Hudson. Donc ici, vous voyez un peintre américain qui vient au XIXe siècle, lui aussi encore, voir le fameux Staubach, parce que tout le monde voulait voir ces grandes cascades. Donc la nature suisse et la nature helvétique va être une sorte de catalogue, un répertoire avec des topoi, c'est-à-dire des lieux communs que tout le monde sait reconnaître. Et de façon presque ironique, dans un des tableaux de Wolff, on voit qui montre le Staubach, donc on dirait qu'il y a déjà un embouteillage, déjà il y a trop de monde. Donc ces mêmes Alpes et cette même nature qui était crainte et inconnue devient maintenant le lieu d'une sorte de tourisme presque exagéré. Alors, cette transposition de l'image de la nature et de l'image de la nature helvétique à travers la peinture, la gravure, plus tard par des livres illustrés, devient donc un procédé tout à fait généralisé, au point que vers 1800, on peut imaginer
on peut dire, l'Européen instruit qui a plein d'idées assez précises sur des lieux, donc comme si il avait une sorte de guide bleu ou guide Michelin dans sa tête, donc il sait où il faut aller et pourquoi et comment. Donc, et notamment dans ce imaginaire européen de la nature et de la montagne, la Suisse avait une partie importante. Alors, un autre chapitre qui nous mène déjà qui nous permet de nous approcher aussi de l'architecture du paysage, c'est ce qu'on peut appeler, si vous le permettez, la suiscisation. Je m'excuse pour le néologisme, mais il y a une sorte de suiscisation assez intéressante. Alors, tout le monde sait ce que sont les chalets, les raccards, les cottages, etc. Ce sont là des habitations qui, jusqu'à l'époque du sublime et du pittoresque, n'intéressaient personne. Si nous regardons encore une fois les sources littéraires et documentaires, on voit que les chalets n'intéressaient personne. C'était des pauvres habitations de pauvres gens de montagne ou de pauvres gens qui étaient plus ou moins, synonymes ou symboles de la nature. Ça n'intéressait personne. Mais vers 1800, les chalets, par exemple, seront à la mode et il y aura la reproduction des chalets dans de innombrables gravures et ainsi de suite, mais surtout dans l'architecture du paysage et dans l'art des jardins du XVIIIe et du XIXe siècle, le chalet va avoir une fonction importante. Par exemple, ici à Armenonville, où il y avait un chalet suisse donc dans la région parisienne, donc on est au nord de Paris, ou bien jusqu'à nos jours, si vous l'avez en Angleterre, vous pouvez voir qu'il y a des chalets suisses, donc des transpositions de architecture vernaculaire ou pseudo-vernaculaire des montagnes suisses dans des jardins anglais ou écossais et ainsi de suite. Et le chalet et l'idée de tout ce qui va avec le chalet, donc le bois, la nature, la montagne, la forêt, etc., a eu bien sûr son importance aussi, par exemple, à la laiterie, au Petit Trianon. Vous vous souvenez que Marie-Antoinette, avant d'être un peu décapitée, elle s'amusait de faire du pastoralisme, donc représenter des pièces bucoliques. Donc le bucolisme est aussi à l'enseigne de cette Arcadie, parce que la Suisse, telle que Haller l'avait définie, la Suisse, c'est la nouvelle Arcadie. L'Arcadie antique a disparu, mais la Suisse est une sorte d'Arcadie. Or, on voulait reproduire cette Arcadie. Alors, comment la reproduire? Par exemple, en imitant les cascades. Donc, les cascades, et les torrents, et les eaux de chute d'eau et tout ce que vous connaissez des Alpes étaient connus. Et alors, on les transposait dans les jardins, en Angleterre, en France et ailleurs. Donc, on voyait la transposition. Donc, là aussi, on voit cette architecture du paysage naissante qui va utiliser les formes de la nature pour reproduire des éléments qui ont un goût helvétique, qui rappellent les Alpes. Et jusqu'à, si vous regardez le très très beau et célèbre livre de Le Rouge, qui a fait une sorte de catalogue des grands jardins européens, on voit que quand il nous montre certains jardins du XVIIIe siècle, on voit que ici, on pense être devant la nature sauvage, mais en effet, c'est un jardin aménagé dans le goût de cette nature, dont le modèle principal était la Suisse. Donc, vous voyez assez facilement les relations qui existent entre cette nature artificielle, cette nature naturelle, mais plus naturelle parce qu'elle a été découverte. Et Repton, dont je vous parlais au début, donc le premier paysagiste, lui aussi, il s'amuse à créer des situations dans ses œuvres où il y a des grandes ouvertures qui rappellent justement ces possibilités de cadrage qui sont issues de l'esthétique du sublime et du pittoresque. Suicisation, enfin, je n'ai pas le temps d'insister sur cet élément intéressant, mais on peut dire que plusieurs régions européennes ont été découvertes sur le modèle de la Suisse. Et encore dans la géographie actuelle, il y a des endroits en Europe qu'on appelle les Suisses de l'Allemagne ou d'autres pays, ou les Suisses des pays baltiques. Donc, il y a certaines régions. Et c'est là aussi un procédé intéressant. Ramon de Carbonnières, qui est quelqu'un qui, suite à l'affaire du collier, est puni et transféré dans les Pyrénées, était un personnage important du XVIIIe siècle qui avait traduit des livres sur les Alpes, et surtout un livre sur les Alpes suisses écrit par
auteur anglais. Et quand il arrive dans les Pyrénées, il dit, mais finalement, ici, il y a aussi pas mal de nature sauvage, il y a des choses à voir. Et c'est le premier qui s'y intéresse aux Pyrénées. Donc on peut dire que l'intérêt pour les Pyrénées, je parle de l'intérêt esthétique, non pas de l'intérêt commercial, etc., ou l'intérêt agricole, de l'intérêt esthétique, naît avec cette transposition. Donc la Suisse a été aussi, à cet égard, vraiment un lieu de passage, un modèle important. On pourrait montrer la même chose pour l'Angleterre, la découverte du Lake District, par exemple, ou des montagnes écossaises, qui est une imitation de ce que les Anglais avaient éprouvé et découvert en voyageant en Suisse. Donc un travail de représentation très très important, très très complexe, qui passe aussi par la main des artistes et qui fait que vers 1800, il y a presque trop de représentations, trop d'illustrations et qu'il y a une espèce de saturation. La naissance du mouvement romantique, par ailleurs, en Europe, est probablement liée aussi à cette idée que la nature, désormais, était connue, trop connue. Elle était peut-être... Il y avait trop de gens. Il y avait trop de touristes et donc il fallait fuir, il fallait la voir différemment. Et alors une possibilité, c'était bien sûr la fantaisie romantique, c'est-à-dire les mondes intérieurs qu'on peut inventer. Une autre, le panorama, l'une des grandes inventions du XVIIIe siècle, qui permettait maintenant d'aller par exemple en Suisse sans y aller, parce qu'on payait une livre sterling et on pouvait voir un panorama des Alpes sans pour autant se déplacer. On pouvait voir le monde entier en utilisant cette machine relativement simple. Donc cette suicisation prend fin et arrive aussi à un état de crise. Pour nous approcher maintenant de l'architecture du paysage en Suisse ou suisse, je dirais, jusqu'à maintenant, je vous ai parlé de transformations importantes et de la métamorphose de la conscience, on peut dire, des gens qui se passaient surtout dans les têtes, donc dans les concepts que nos ancêtres avaient. Mais le XIXe siècle est marqué aussi massivement, brutalement, par des transformations plus directes. Et on ne peut pas comprendre l'architecture du paysage suisse si on ne tient pas compte que les Alpes et le territoire helvétique a fortiori ont été à tout jamais transformés, on peut dire aussi détruits, martoriés. J'aime bien dire à nos étudiants, qui un peu comme les cinéastes de Bollywood qui adorent faire leurs films insensés dans les pâturages des Alpes suisses et qui trouvent qu'il n'y a rien de plus pur et rien de plus naturel que la haute montagne, qu'en effet, il n'y a rien de plus artificiel que la haute montagne. Les Alpes, c'est une machine énorme, traversée de conduites forcées, avec des milliers de bassins et de barrages, et ainsi de suite. Et les chemins de fer, l'industrie hôtelière, tout ceci a transformé à tout jamais la nature, mais nous continuons à croire encore qu'il y a quelque chose de naturel, qu'il y a quelque chose de pur. Et bien sûr, l'industrie hôtelière, naissant donc du XIXe siècle, a très très vite compris comment utiliser l'hôtel, l'architecture, comme une machine scopique qui permettait, à partir du balcon, de faire sien le paysage sublime. Donc le frisson qui, au XVIIIe siècle, était encore un frisson, on dirait aujourd'hui alpinistique, parce qu'il fallait se rendre dans des endroits dangereux. Maintenant, il est complètement maîtrisé. Et donc, nous sommes dans une nature où la marque de l'homme et du contrôle exercé par l'homme est partout, et au point que ces images des trains qui traversent le paysage alpin sont complètement normales, ne dérangent plus personne, qu'il est absolument évident que nous avons transformé, par exemple avec le système ferroviaire, les Alpes. Mais dans d'autres perspectives, par exemple si nous analysons l'impact des très grandes constructions, nous voyons que la nature alpine est quand même, massivement marquée par la présence de l'homme. Et bien sûr, ça donne, par exemple, dans les premiers barrages, des tentatives de masquer l'intervention de l'homme, mais par la suite, ici par exemple dans le barrage de la Grande Ixence, le barrage lui-même devient une sorte de sculpture gigantesque. Donc la nature alpine, les territoires dans lesquels nous vivons, sont le résultat
de toutes ces transformations, des transformations de l'imaginaire historique, mais aussi des transformations réelles, de plus en plus réelles et brutales, donc, qui justement vont comment dire, qui parfois blessent véritablement le territoire, ce monde intérieur et extérieur qui est marqué par la présence de l'homme. Or, justement, Heidi, que tout le monde connaît, ce beau mythe et cette belle histoire de la petite citadine frustrée de la ville, la pauvre qui va à la montagne et voit le grand-père magnifique avec lequel elle découvre tout ce qui est naturel, le lait, les animaux, les brebis, le pâturage, l'amour, tout ce que vous voulez. Donc, toute cette positivité et toute cette splendeur du monde montagnard est en quelque sorte un mensonge, parce que Heidi a été inventé, donc Heidi est devenu un succès mondial et un best-seller énorme au moment même où on a transformé à tout jamais le territoire alpin. Donc Heidi, c'est un produit des années 1870-1880, et c'est exactement le moment où, de la façon la plus massive et la plus brutale, on a transformé ce même territoire. Là, vous voyez l'une de ces scènes de Bollywood que les cinéastes indiens adorent. Vous voyez ces Alpes, mais si on se mettait à l'analyser, même le chalet qui est là-bas est en effet pas si naturel, etc. Mais ce n'est pas tout à fait notre thème maintenant. Donc, vous voyez que qu'est-ce que c'est que la nature? Qu'est-ce que c'est la nature aujourd'hui? Et est-ce qu'un pays comme la Suisse, qui vit aussi touristiquement de la nature, quelle est sa relation avec sa propre nature ou la nature en Suisse? Voici la montagne paradigmatique suisse qui est le Matterhorn ou le Cervin. Les Suisses la considèrent ainsi, même s'ils oublient qu'il y a une autre version italienne, donc elle est pour le moins moitié italienne, moitié helvétique. Ruskin était déjà fasciné par cette montagne qu'il aimait dessiner et sur laquelle il a beaucoup écrit, sur cette forme sculpturale magnifique. Et bien sûr, le Cervin, c'est ceci, mais c'est aussi cela. Et donc la nature, c'est cela, une magnifique nature qui semble être encore complètement innocente et vierge, mais en même temps, c'est cela. Donc c'est cela, le résultat de Walt Disney qui a compris avec son génie commercial que c'était très très bien de construire des Cervins à travers le monde. Et donc le Cervin, c'est à la fois le vrai et le faux Cervin. Et quel est le vrai Cervin? Y a-t-il un vrai Cervin? Et est-ce qu'on peut voir encore le Cervin de façon innocente, vu que nous connaissons tous, tout le monde connaît les images du Cervin. Tout le monde connaît les images du Cervin, comme tout le monde connaît les images de Copacabana. Même si vous n'avez jamais été à Rio, tout le monde connaît la plage de Rio. Même si vous n'avez jamais été à Zermatt, tout le monde connaît la vue, ou presque, du Cervin. Donc, est-ce qu'il y a encore un accès à la nature? Et comment travailler avec le concept de la nature quand cette montagne symbole, par exemple, est à tel point galvaudée? Parce que le Cervin a ceci de génial et de pervers que vous pouvez même le manger. Donc, vous pouvez manger du Cervin, vous pouvez manger la Suisse. C'est commercialement absolument incroyable. C'est-à-dire, vous pouvez manger un bout de Suisse, mais qu'est-ce que ça veut dire pour l'image de la nature? L'image de la nature, est-ce qu'elle devient aussi un objet de consommation? Est-ce que la nature est un objet de consommation aussi? Est-ce qu'il y a encore une authenticité? Et quelle authenticité? Et comment se comporter? Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a un métier qui est assez souvent peu mentionné, c'est-à-dire celui des ingénieurs et des ingénieurs civils. Et en Suisse, on peut dire que les ingénieurs civils, au début du XXe siècle et à travers le XXe siècle, ont beaucoup réfléchi à ces problèmes. C'est pour cette raison aussi qu'on a inclus dans une exposition d'architecture du paysage l'exemple d'un ingénieur civil tout à fait remarquable. Certes, il a travaillé pendant 5 ans dans le bureau de Peter Zumthor, et c'est celui-ci, donc c'est Jörg Conset, un ingénieur grison qui a construit plusieurs ponts extraordinaires dans les Alpes. Et vous voyez que ces œuvres d'ingénierie sont une sorte de forme de commentaire de la part de l'ingénieur, mais aussi de la part de l'artiste qui est dans l'ingénieur, de ces relations qui sont à tisser et à redéfinir à tout moment pour
mieux comprendre ce que ça veut dire la nature, le territoire, est-ce qu'il faut le sauvegarder, de quelle façon, quelle est notre relation. Toujours des questions ouvertes, un vrai débat, avec peu de solutions immédiates. Alors, notre exposition, pour arriver à une synthèse, a essayé de prôner ou de promouvoir trois idées clés. Et il me semblait important de vous parler, donc de faire cette longue introduction qui était le corps de cette conférence, pour mieux dire quelques mots sur ces trois idées clés. Et je pense que vous allez le comprendre d'emblée, c'est-à-dire le premier mot-clé, c'est la forme ou l'élégance, on peut dire aussi la simplicité. L'architecture suisse du paysage, ce que les architectes du paysage suisse ou en Suisse ont en commun, c'est la recherche de formes simples, élégantes, et une recherche de la forme et de la bonne forme en tant que telle. Max Bill était un grand théoricien, un grand designer et un théoricien de la forme. Il a écrit ce fameux livre qui s'appelle Die gute Form, la bonne forme. Et bien sûr aussi, il y a le Bauhaus qui est passé par là. Donc, vous voyez, ça, c'est Max Bill. Et il a publié plusieurs livres très influents où il essaie de parler qu'est-ce que c'est qu'une bonne forme. Donc, vous voyez, les prises helvétiques comme définition de la bonne forme, mais aussi les ponts, la nature. Donc, la forme, la recherche de la forme est essentielle. N'oublions pas que dans l'esthétique kantienne, qui est une esthétique de la forme, c'est à travers la bonne forme ou la forme qui nous plaît d'emblée, immédiatement, que passe le plaisir esthétique. Et dans l'architecture suisse, dans l'architecture du paysage suisse, il y a vraiment cette recherche de la forme, donc d'essayer de trouver les formes les plus pures, les plus simples, une recherche, peut-être est-ce presque quelque chose de l'ordre protestant, calviniste, à vous de juger, une sorte d'ascèse, de simplicité. Le deuxième élément, ou la deuxième caractéristique, c'est un synonyme aussi en quelque sorte, c'est la rigueur, le minimalisme, la réduction extrême, l'idée que, et je dirais là aussi pédagogiquement, c'est quelque chose d'important, et dans nos écoles, je pense que nous tenons tous à dire souvent aux étudiants que faire moins, c'est mieux que faire trop et que c'est aussi plus difficile. Et donc, dans l'architecture du paysage suisse, il y a très souvent cette impression qu'on essaie de réduire les choses à l'essentiel, d'avoir des interventions qui sont minimalistes, qui sont marquées par la rigueur. Et peut-être l'enseignement de Haller est passé par là, donc cette idée que la nécessité, la pierre, l'eau, aussi le fait que la Suisse est un pays sans véritables ressources naturelles, sauf l'eau, que la nécessité fait peut-être des bons projeteurs, donc des gens qui travaillent avec ce qu'il y a sur place et qui n'y ajoutent pas nécessairement ce qui est inutile. Et bien sûr, dans l'ingénierie civile, ici Rinotami, en Suisse, vous avez des exemples que l'on peut mettre en relation avec les architectes du paysage, et ça va dans l'architecture contemporaine jusqu'à des excès, c'est-à-dire c'est bien sûr discutable, je dirais, ces formes presque protestantes d'architecture qui arrivent à un point d'ascèse tel que ça soulève aussi des questions. D'où vient cette idée de pureté et de réduction à l'extrême? D'où vient aussi, et ça c'est une autre idée importante et un autre élément capital dans l'architecture du paysage suisse, c'est l'importance des matériaux, le soin pour les matériaux, je dirais presque l'amour pour les matériaux, l'amour pour le béton, que l'on ne voit pas seulement dans l'architecture, chez Olgiati ici ou chez Herzog de Meuron, mais que l'on rencontre aussi chez Kinast. Kinast a osé faire des murs de béton dans des jardins et il a passé du temps à convaincre ses clients pour leur dire ce qu'il y a de plus beau dans ce jardin, c'est ce mur en béton. Parce qu'il a toutes les nervures de ce qui a amené à ce mur, il porte justement les traces de son devenir et ainsi de suite.
Le dernier élément que j'aimerais mentionner, c'est dans l'architecture du paysage suisse, un élément qu'on peut appeler écologie, l'écologisme, mais un sens écologique qui n'est pas idéologique, mais qui était très pragmatique. Je prends pour exemple le magnifique parc de Zurich, Hirschelpark, le plus grand parc urbain en Suisse, conçu par le bureau ASP. Et c'est un parc très intéressant parce que quand ce jeune groupe d'architectes du paysage, dans les années 70, a gagné le concours pour constituer ce grand parc de l'Université de Zurich, qui est devenu un grand parc populaire, ils ont osé ne pas utiliser des pesticides et des herbicides. Et il y a eu vraiment une bataille des journaux parce que, bien sûr, à la fois les grandes entreprises de jardinage et l'industrie chimique, etc., étaient furieux. Et il y a eu un vrai débat. Et on a attaqué aussi les formes, c'est-à-dire il y avait un peu de Gilles Clément déjà dans l'air chez ASP, donc laisser faire la nature, laisser aller la nature, se dire que peut-être des projets où la nature reprend ses droits sont plus intéressants que des projets surdessinés. Et vous savez à quel point, notamment dans l'architecture du paysage aujourd'hui, il y a quand même un danger de design, un peu le même danger qu'on le trouve aussi dans l'architecture où, pour certains clients, et je parle clients, ça peut être des pays ou parfois des villes, etc., des municipalités, qui veulent avoir la grande signature, qui veulent avoir le bâtiment qui a un impact, qui est un bâtiment de X, Y ou Z. Et cette tendance existe aussi dans l'architecture du paysage mondiale aujourd'hui, où parfois telle ou telle municipalité ou client veut avoir l'architecte du paysage parce qu'il veut d'emblée voir sa signature, sa présence. Dans l'architecture du paysage suisse, je dirais malgré le talent et la variété de ce qui est proposé, on n'a jamais cet effet, comment dire, ce personnalisme, se mettre en avant. C'est-à-dire c'est plutôt le recul, c'est plutôt l'idée de disparaître derrière son projet. Alors, l'idée de cette exposition, c'est de ne pas faire complètement disparaître ces protagonistes derrière leur projet. Merci pour l'attention.